Et à toutes les personnes qui nous accompagnent aujourd'hui. Nous allons parler sur des sujets très intéressants et on va essayer de construire la paix environnementale pour cette planète et on va essayer de parler sur les premières lignes de la construction de paix depuis une vision colombienne. Je veux vous dire que notre pays marche par un schéma fondamental, un schéma nécessaire pour pouvoir consolider tout ce que nous voulons, la paix sociale, la paix avec la justice et la paix avec la justice environnementale. Et cet après-midi, ce soir, pour ceux qui sont dans notre pays, on voudrait vous dire que nous sommes très contents de pouvoir participer dans cet espace, dans cet événement si impressionnant qui parle sur ça, sur la paix environnementale et que essaie de construire parce que la construction d'un monde meilleur, c'est une construction qui doit nous engager à chacun d'entre nous, à chaque personne dans le monde pour réussir à ce que cette génération, les futures générations aient des meilleures conditions de vie. Nous allons avoir un panel merveilleux dans cet après-midi pour parler sur cette construction de paix en Colombie. Et ce panel est constitué par des personnes qui travaillent depuis l'académie dans toutes ces thématiques qui engagent la construction d'une Colombie avec la paix et la justice environnementale. Donc, je vous donne la bienvenue et je voudrais dire que c'est fondamental le processus que nous allons avoir aujourd'hui pour pouvoir apporter, contribuer à ces dialogues qui va nous permettre de voir ce qui se passe en Colombie et dans quelles conditions nous sommes. Aujourd'hui, par exemple, la Colombie souffre une situation très complexe dans une zone très importante, c'est l'Amazonie. Et sur ça, on voudrait donc parler. Pour ceux qui nous accompagnent, moi, je suis Gloria Amparo Rodriguez, professeure de l'Universidad del Rosario et magistrat de la juridiction spéciale pour la paix. Et on espère que cela va nous donner plus d'outils pour continuer à travailler et vous inviter à vous tous pour continuer à construire de manière collective. En premier lieu, nous allons, chacun de nos conférenciers va parler pendant 15 minutes pour partager leur vision dans cette construction de paix environnementale. Et je vais vous inviter à qu'après, vous puissiez préparer vos questions parce que l'idée, c'est que ça soit un dialogue qui nous permette de construire entre tous. Tout d'abord, je vais dire que, bon, on va commencer comme nous avons organisé auparavant, et c'est pour écouter la voix des régions, des femmes, de celles qui travaillent sur le terrain. Donc, je vais donner la bienvenue Lorena, Sébastien, Ligibet, Natalia a eu des difficultés pour nous accompagner, ma professeure Carolina Montes, Natalia, avec qui je voudrais commencer ce dialogue aujourd'hui. Je vais vous raconter un petit peu qui est Nathalie Domico Murillo. Elle est une indigène Ambera de l'Urabá antioqueño en Colombie, au nord de notre pays, candidate master en éducation en ligne en pédagogie de la mère terre de l'Université d'Antioquia. C'est un dialogue très, très intéressant qui se fait à partir des savoirs des universités, de territoire de vie. Elle est assistante des indigènes de Chigoroda, professeure de l'Université d'Antioquia de la mère terre. Elle fait partie du groupe Diverset de Devoir-être. Nathalie a eu des expériences en échange académique avec beaucoup de pays en Amérique latine, comme le Mexique, l'Uruguay et la Bolivie.
Elle veut parler aujourd'hui au monde. Elle veut parler sur cette vision qui entraîne, qui se savoir, qui engage les savoirs, les connaissances qu'elle a reçues en tant qu'indigène de manière orale et que avec tout cet avance, tous ces progrès qu'elle a eu en académie aussi, elle a reçu. Donc, je vais inviter Nathalie qu'elle nous parle. Donc, tu as 15 minutes pour commencer ta dissertation. Bonjour, bonsoir, Bika Kubari. Merci beaucoup pour cet espace. Je ferai la présentation, je vais partager mon écran. Dans cette opportunité, donc, je vais vous partager ma présentation qui s'appelle Femmes, celles qui vont tisser la vie et la paix environnementale, le contexte de la situation des femmes défenseurs environnementales en Colombie, le contexte dans lequel nous sommes. Donc, pour après approfondir un petit peu plus sur le travail que nous faisons, nous, les femmes défenseurs de l'environnement en Colombie. Je commence par un épigraphe des grandes femmes dans le monde, comme Vandana Shiva, par exemple, qui dit: d'autre part, les femmes ont été silenciées. Nous avons été silenciées de différentes manières, dues à des situations historiques qui ont cassé la sacrée relation entre nos peuples et la mère Terre, dues aux conséquences de la colonisation, discrimination épistémique, influence de courants religieuses et la violence structurelle systémique vers les femmes. Ça, c'est très important parce que ça va nous donner l'introduction pour voir quels sont les problèmes auxquels nous devons faire face en Colombie. Et c'est les obstacles pour entrer à ce espace de participation. Il y a une culture patriarcale manifestée dans les scénarios de gouvernance environnementale. Il y a deux côtés, et c'est la prédominance de l'ambiance de ce qui est public pour les hommes et ce qui est domestique pour les femmes. C'est une problématique que nous avons eue, les femmes, partout dans le monde. Et c'est que les rôles de genre ont minimisé les capacités que nous avons et on a instauré que notre travail va surtout vers la partie domestique. Et la majorité des femmes qui font partie des réseaux, on est né au sein des organisations sociales, indigènes, afro. Et donc, c'est un processus qui a commencé aux années 70 où toutes ces manifestations et tous ces surgissements des organisations sociales ont commencé. Et donc, on a invisibilisé beaucoup la participation des femmes. Et donc, je vais vous dire à partir des mouvements indigènes, sachant que les femmes noires, afro-indigènes, paysannes, nous avons nos propres histoires. Et dans le mouvement indigène qui est sorti à la lumière publique aux années 70, jusqu'aux années 2000-2003, on a commencé à instaurer effectivement quelques prémices où l'on liait la femme, mais seulement pour ce qui est le côté familial. On a donné l'obligation de soigner la famille et on a invisibilisé d'autres secteurs dans lesquels les femmes peuvent travailler. Un autre thème, c'est le manque de légitimité des femmes pour donner son opinion, pour participer dans des thèmes environnementaux et gouvernance environnementale et territoriale, et la non-reconnaissance du travail de soins que nous faisons en faveur des ressources naturelles. Ce sont les femmes qui ont conservé les semences, qui avons maintenu la culture de faire attention aux cultures, de la récolte. Et nous cultivons aussi les relations bioculturelles et c'est important de garder cet espace parce que en Amérique latine et dans le monde, on ne fait pas seulement une conservation de la nature, on ne regarde pas seulement la nature comme un organisme statique, mais pour nous, la nature, c'est une relation très profonde avec notre culture. Et donc, la culture
n'existe pas sans la nature et la nature n'existe pas sans la culture. Donc, nous avons ces pratiques ancestrales de nos grands-parents pour générer cette ambiance environnementale qui soit protégée. Et on continue avec ces pratiques qui permettent la conservation environnementale, la culture, et les semences, la garde des semences, les pratiques culturelles comme les danses, les chants, qui sont connectés de manière importante à la conservation du territoire. Il y a un autre contexte que nous vivons, nous les femmes en Colombie, ce sont les assassinats et les menaces à leaders environnementaux et environnementales. Nous avons une problématique très, très grave de l'assassinat de défenseurs de territoire et disparition de leaders sociaux, par exemple. Il y a selon un rapport de Global Witness, la Colombie, c'est le pays le plus dangereux dans le monde pour ceux qui défendent les droits liés à l'environnement et au territoire. Et à la fin de 2021, le Bureau du défenseur du peuple a dit qu'en pleine pandémie, les années 2020-2021, en Colombie, pendant cette urgence du coronavirus, il y a eu 175 leaders assassinés. Pour que vous puissiez voir que c'est vraiment une problématique dans laquelle on se trouve, nous, les leaders environnementaux et environnementaux en Colombie. Tout ce que nous vivons et tous ces antécédents sont des obstacles, mais il faut aussi voir quelles sont les opportunités, quel est le travail que nous faisons dans nos territoires. C'est ce qui nous a permis un peu d'avoir une idée de construire les réseaux nationaux interethniques des femmes pour la défense de l'environnement, qui a commencé dans une première rencontre avec la Fondation Natura, qui nous permet de nous rencontrer, de reconnaître les travaux que nous faisons au niveau national en ce qui concerne la défense de l'environnement et des territoires. Et en 2019, il y a eu une initiative de commencer le travail collectif des 35 femmes urbaines, rurales, indigènes, paysannes et afro, avec l'objectif de mobiliser l'agenda public du pays face aux soins de l'environnement, l'équité des genres et la construction de paix par la participation et le plaidoyer au niveau local, national et international. Moi, je vais maintenant me centrer sur les actions réalisées pour nous, les femmes défenseurs en Colombie, pour la construction d'une paix environnementale. Nous avons plusieurs catégories. On ne pouvait pas expliquer et raconter les 35 expériences, mais nous avons sorti quelques exemples pour que vous puissiez voir quel est le travail que nous faisons en Colombie. Une première catégorie, ce sont les alternatives urbaines pour la sécurité alimentaire. Nous avons ici, avec un travail à Bogota, à la capitale de Colombie, avec des jardins potagers pour une alimentation saine, agricole pour l'alimentation saine, utilisant les espaces que la ville a aussi, et pour des aliments sains. Elle s'appelle Inès Vasquez de la localité de Bosa, Bogota. Une autre catégorie, c'est la pédagogie environnementale. On veut montrer un travail très, très important en Antioquia. C'est une proposition d'éducation paysanne et intergénérationnelle pour la protection de la rivière Melcocho, où les conflits armés est présent et c'est une zone très, très complexe encore. Il y a une autre catégorie, les projets de bioéconomie. Ici, on veut souligner le travail d'un processus très, très beau à Quimbaya, Quindío, que c'est une ferme, la ferme de Mama Loulou, où il y a une femme, une grand-mère enseigne leurs enfants pour montrer comment la souveraineté alimentaire peut être cultivée avec une monoculture avec le café, un produit, on travaille la permaculture et pour construire la guadua comme un bambou et pour prévenir la déforestation. Donc,
c'est la protection de l'écosystème natif, le travail qui fait le comité municipal des femmes indigènes à Chicorodo, c'est l'organisation que moi je représente. Et nous, les femmes, nous sommes liées de manière très, très forte à la garde environnementale indigène qui fait la protection des sites sacrés. Vous savez que l'Urabá, c'est un centre de conflit armé en Colombie et le peuple Ambera de ma communauté, nous sommes dans une zone très complexe parce que les sites, les lieux sacrés ont commencé à être affectés avec les chimiques, les toxiques. Donc, nous faisons un travail de contrôle et surveillance pour un processus de protection. Et on veut aussi souligner le travail de notre copine Jaira Martinez, Waju, avec des ateliers Planète Paix qui a fait des suivis à plus de 30 projets d'extraction éolique dans le territoire à la Guajira, au nord de la Colombie, qui a été très, très affecté parce que dans ce territoire, nous avons la mine à ciel ouvert les plus grands, la mine de charbon la plus grande de l'Amérique latine. Et donc, les eaux sont polluées et il y a, c'est une région où il y a les plus de morts des enfants par rapport à tous ces dommages de l'environnement. Après, la récupération de savoir ancestral, c'est des femmes Nuki, indigènes, Choco, Pacifique. C'est la maison mémoire des grands-parents. Et finalement, la plaidoyer politique qui font un processus au niveau national à Tiquiwa, la première femme indigène qui fait partie du conseil administratif de Bogota, Gianni Rita Silva, défenseur des droits humains de la part de l'ambassade de Suède, Allemagne et France. Donc, on considère que ces actions sont celles qui ont permis que notre territoire, qui est dans notre territoire, on trouve un bien-être quand même. Vous pouvez voir là les localisations, on ne peut pas tout dire. Nous sommes à San Andrés, Guajira, Amazonie, Caquetá, etc. Et vous dire un peu ce qu'on veut faire. On a identifié en tant que réseau que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Notre travail a été très important au niveau de nos territoires. On a vu les besoins de nous rencontrer pour continuer et faire un plaidoyer politique en termes d'environnement, genre épais, faire un échange, renforcer les initiatives territoriales et continuer à travailler en réseau parce qu'on considère que nous connaître, reconnaître notre travail dans la défense de l'environnement est stratégique pour continuer à protéger nos territoires. Pour conclure, on considère important qu'on intègre les perspectives des genres dans la politique et programme pour le développement et avancer dans les buts pour qu'on puisse arriver à ce qu'on valorise et reconnaisse les apports de nous, les communautés, les organisations, les peuples, à atténuer les changements climatiques et la protection de notre mère terre et de l'environnement et que les actions que nous avons faites et que les femmes faisons pour la défense du territoire dans notre vie quotidienne, depuis la connaissance des plantes, de la protection, ça va déjà nous donner un espace propre dans la prise de décision. Comme vous voyez, nous sommes les afro-indigènes paysannes qui génèrent des processus de paix. Donc, je voudrais finir avec ces poèmes qui dit « Pour les territoires, grands arbres, air frais et plus d'amour. » Pour les territoires, grands arbres, air frais et plus d'amour. Pour les femmes, beaucoup de verre, beaucoup d'écoute et lumière de soleil. Pour la guerre, rien. Pour la guerre, rien. C'est tout. Merci beaucoup et merci de cet espace. Merci beaucoup.
Merci Nathalie, tu ne sais pas comme on te remercie pour ce travail si important, pour ce travail des femmes autochtones qui tissent le futur. Elles se sont identifiées beaucoup avec tout ce qui a à faire maintenant avec la gouvernance environnementale, mais on veut souligner ce travail si important du réseau national de femmes pour la défense de l'environnement, des actions concrètes qui ont à voir avec des travaux sur l'économie, sur des savoirs, sur la pédagogie, sur des thèmes urbains et ruraux. Très intéressante cette vision et ces actions concrètes que vous êtes en train de mener à bien. Merci Nathalie et nous allons donc continuer avec la professeure Carolina Montes qui va nous parler aujourd'hui d'impact avec l'accord de paix. Carolina est avocate, spécialiste en droit de l'environnement, docteur. Elle fait son doctorat en ce moment. De diplôme en droit environnemental. Elle travaille pour le ministère de l'Environnement. Elle a travaillé avec le plan national d'application de la Convention de Stockholm avec des études sur la responsabilité des entreprises, le ministère de Mines et bien entendu avec tout ce bagage d'études et de recherche dans l'académie. Il a beaucoup à nous raconter aujourd'hui. Professeur Carolina, 15 minutes pour votre présentation. Merci Gloria Amparo, merci à tous, tous les assistants, toutes les personnes qui nous accompagnent et les organisateurs, je les salue aussi. Dans cette opportunité, je voudrais parler un peu sur l'impact environnemental qui a eu en Colombie la signature de l'accord de paix. Cette brève intervention que je vais faire, c'est autour d'une question d'orientation qui sera si la signature de l'accord de paix a eu un impact positif ou négatif pour la protection de l'environnement dans notre pays. Pourquoi nous nous posons cette question? Pourquoi je vous invite à réfléchir sur cette question? Parce que pendant les années de conflits armés, l'environnement a été victime et bénéficiaire de ce conflit. Et pourquoi nous disons qu'il a été victime? Parce que la guérilla utilisée comme stratégie de guerre contre l'État la destruction d'infrastructures pour le transport de pétrole et l'environnement résultait très endommagé. Et aussi parce que dans plusieurs occasions, ils cherchaient dans la minerie illégale le financement de leurs activités. Et pourquoi nous disons que l'environnement a aussi été bénéficié du conflit? Parce que dans plusieurs zones du territoire national, surtout des zones protégées pendant des décennies, se sont maintenues en dehors de la colonisation et de l'expansion de la frontière agricole et de l'élevage, car il y avait des groupes illégaux, des groupes armés illégaux qui empêchaient l'entrée des populations dans ces zones. Donc, pour savoir si la signature de l'accord de paix, je vous propose donc de réviser 3 points importants. On a perdu le son, Carolina. Oui? Non, voilà. On m'avait mis... Voilà. Alors, c'est Gloria qui est maintenant. Le dernier paragraphe, tu commençais à peine la dernière phrase, hein? Oui. L'accord de paix pour savoir s'il a eu un impact positif ou négatif pour l'environnement. Je vais réviser 3 thèmes fondamentaux. Le premier, c'est le contenu environnemental de l'accord de paix et déterminer si ont été inclus ou pas des mesures dans ce document pour prévenir et réparer les victimes de dommages de l'environnement. Le deuxième serait ces mesures post-accord
qui ont été prises pour la mise en œuvre de l'accord et évaluer quelle était la conduction pour prévenir ou réparer la dégradation environnementale. Et le troisième thème sur lequel je vais parler brièvement sont les chiffres de ces 5 dernières années en relation avec l'état de conservation ou dégradation de l'environnement dans le pays et à partir de là pouvoir tirer nos conclusions si l'impact a été positif ou négatif. On va commencer par le contenu environnemental de l'accord. Il faut rappeler que l'accord n'a pas inclus un chapitre comme tel sur la partie environnementale. Il a fait référence à plusieurs opportunités sur le fait de chercher la sécurité environnementale. Beaucoup disent que cette manque du chapitre environnemental est mauvais, qu'il était tellement important pour la construction de la paix stable et durable que l'adéquat n'était pas de le mettre seulement dans un chapitre, mais de le placer de façon transversale dans tout l'accord. Et quels ont été ces points qui étaient pertinents pour inclure ce thème? Concrètement, les références environnementales vont sur 3 points des 6 derniers points de l'accord. Le point 1, un nouveau champ colombien, réforme foncière. 2, solutions au problème des drogues illicites, en étant les points 1 et 4 qui ont les plus de références environnementales. Et quels étaient ces thèmes qui ont été inclus? Sur le point 1, on a inclus 2 thèmes. Le premier, la planification socio-environnementale et la deuxième, la fermeture de la frontière agricole. On a proposé de commencer par le deuxième en limitant la frontière agricole à travers un plan de zonification environnementale pour développer un inventaire des zones de gestion environnementale. À partir de cette zonification, on a voulu voir des zones de réserve, de protection et de restauration. Le point 3 a voulu identifier des possibles programmes de protection environnementale et le déminer et enlever les mines anti-personnes et leur donner pour une fois un appui économique qui serait le paiement d'un montant pour qu'ils puissent développer ces projets dans lesquels pourraient être inclus les projets environnementaux. Point 4, substitution de produits de cultures illicites. C'était sur une récupération environnementale liée à la partie agricole pour la substitution des cultures illicites. Quelles ont été les mesures, quelles ont été les dispositions, les réglementations incluses pour évaluer si ces mesures conduisaient à la restauration ou à la prévention des dommages environnementaux. Nous entrons donc dans le thème 2 que je vous proposais. Quelle a été la réglementation? Dans la réglementation du contenu environnemental de l'accord, le point 1 a été réglementé par plusieurs décrets. On a adopté une procédure de la formalisation des terres. On a créé le fonds des terres et des plans de restauration. Mais d'après la Procuraduría, avec ces figures, il y a eu des conflits avec la vocation de l'utilisation des terres. On a mis le plan d'unification environnementale pour un certain nombre de terrains. Pour le point 3, il y a eu des mesures pour la désignation de terres pour des projets productifs, entre ceux-ci des projets environnementaux. Ceci a permis d'avoir 3000 ex-combattants et avec un grand investissement de millions de pesos pour ces zones, aussi par la restauration de services environnementaux. Le premier document était une politique et de paiement de services environnementaux. Le deuxième, un décret-loi
qui a voulu que ce paiement pour des services environnementaux soit un encouragement et créer justement ces environnements. Pourquoi le paiement par des services environnementaux? Parce que ce paiement pouvait constituer un appui effectif pour résoudre des conflits environnementaux et sociaux, parce que ceux-ci peuvent alterner des activités productives et de conservation environnementale. Aussi, ces paiements, on peut réduire la déforestation, le déboisement et contribuer à la protection environnementale. Et le quatrième point, c'était la création d'un programme pour la substitution de cultures illicites. Et on a promouvé l'éradication de cultures illicites dans les zones de parcs nationaux. Et on a décrété ces zones libres de cultures illicites et la restitution aux parcs affectés. C'est un des plans qui a eu le plus de défis. Tu as 5 minutes. Maintenant, quel a été l'impact du post-accord, indépendamment de ces mesures qui ont été prises par le gouvernement? Commençons par l'impact positif. L'impact positif principal, c'est que nous avons eu accès à différentes zones d'importance écologique pour faire plus des études sur la biodiversité. 8600 hectares et 9000 et quelques familles ont été liées à ce programme de paiement par services environnementaux. Ils ont fait la détermination de ces zones de zonification environnementale et ils ont surtout apporté pour connaître un certain territoire du pays qui a été priorisé et des cultures d'utilisation illicite dans les parcs nationaux et les zones de réserve forestière. On a éradiqué 42 300 hectares de cultures illicites. Et quel a été l'impact négatif? Même s'il y a eu une diminution dans les attentats contre les lignes de pétrole, entre l'année 2016 et 2020, il y a eu 233 attentats à des oléoducs. Et l'année 2018 était la plus critique avec 84 attentats qui a causé de grands dommages environnementaux. On informe aussi qu'une fois que l'accord a été signé en 2016, on a commencé à montrer une augmentation du déboisement. Et le département de l'Amazonie et du Chocó ont été les plus affectés. On dit que la déforestation dans le pays a augmenté en 44% après la signature de l'accord de paix. Donc, ce taux a augmenté dans le 70% dans l'Amazonie colombienne d'après les données de l'IDEAM. Et tout ceci depuis le 2018. Selon l'INARES, la haute déboisement, c'est que les zones des groupes illégaux ont pris le pouvoir de ces terrains qui ont été abandonnés par les armées. Et donc, par conclusion, parmi les impacts positifs et négatifs du post-accord ou après la signature de l'accord, si bien les chiffres de zones de substitution de culture illégale dans des parcs naturels et zones protégées, il semblerait qu'elles sont supérées par les zones affectées par les attentats aux oléoducs et aux autres zones. Et ceci va nous donner un résultat d'un impact négatif. Quelles auraient pu être les causes? Le faible contenu environnemental dans l'accord pour prévenir ou restaurer la partie environnementale. 2, les mesures n'ont pas été suffisantes pour prévenir la dégradation environnementale. Et 3, l'institutionnalisation du pays n'était pas préparée pour
pour occuper ces territoires qui étaient maintenant libérés du conflit. On n'a pas élaboré des stratégies de protection pour les zones de concentration où se trouvaient au préalable les armées des FARC. Et les mesures aussi. Lorsque les attentats, et on n'a pas parlé des dommages environnementaux et de ces personnes éloignées des pays qui ont dû partir de leur territoire en raison de l'insécurité. En conclusion, notre balance va s'incliner à dire que les impacts négatifs de l'accord de paix sont plus remarquables que les impacts positifs. Jusqu'ici mon intervention et je vous remercie de votre intérêt. Merci beaucoup, professeur Carolina. Et il nous parle donc des impacts positifs et négatifs de cet accord de paix et les post-accords. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qu'on a inclus dans cet accord? Et l'attention est portée sur deux thèmes fondamentaux. C'est la clarté de cet accord et en deuxième lieu, de quelle manière aujourd'hui on continue à souffrir des situations très, très compliquées comme les attentats et le déboisement. Merci beaucoup, professeur Carolina. Je vais vous inviter à, s'il vous plaît, poser vos questions. Vous pouvez poser les questions sur le chat. On va donc continuer à discuter sur tous ces thèmes qui sont très importants pour ces thèmes. Lorena, étudiante de master en études latino-américaines, sociologue, anthropologue de l'Université nationale de Colombia, candidate au doctorat et fondatrice des études amazoniques et coordinatrice des études de recherche. Et donc, c'est le suivi à l'implémentation des accords de paix en Amazonie. Lorena, elle nous apporte un travail fait de manière collective et additionnellement, comme vous le savez aujourd'hui, la Colombie traverse une situation très complexe d'incendie en Amazonie qui implique aussi voir un regard post-accord, qu'est-ce qui se passait ou qu'est-ce qui se passe dans cette région. Lorena, bienvenue, tu as la parole. Merci beaucoup. Je suis très contente de pouvoir participer à ce panel. Je suis très heureuse de compter avec la présence de Madame, de la professeure Gloria Amparo qui modère aujourd'hui ce panel. Donc, je vais partager ma présentation. En premier lieu, je voudrais vous dire que ce travail, c'est un effort collectif. Ça fait 2 ans, dans une alliance entre l'Université nationale de Colombie et la Fondation Jauda, nous avons créé dans une convocation publique un groupe de recherche suivi aux accords de paix en Amazonie avec le but de que ce soit une initiative citoyenne pour faire un suivi à l'implémentation justement spécifiquement des accords dans la région amazonique. Lisbeth Moreno, Sébastien Silva et moi, nous nous sommes réunis pour spécifiquement faire un suivi au point numéro 3, fin du conflit. On a décidé de nous concentrer sur le département de Guaviare parce qu'il y a beaucoup de défis pour collecter l'information en région Amazonie, dans l'Amazonie. L'accès, ce n'est pas possible de faire par voie terrestre, il n'y a pas beaucoup d'informations. Donc, heureusement, moi, j'ai pu faire un travail sur le terrain au mois de juin l'année dernière et on a pu quand même collecter un peu d'informations à travers des entretiens. On a fait une révision de la presse et de la littérature. Notre travail, c'est donc
l'influence de l'implémentation des accords de paix dans le déboisement du département de Guaviare en Colombie, comme nous avons vu avec la présentation précédente, le déboisement est une problématique fondamentale à partir surtout de la signature des accords. Depuis 2016, il y a eu une augmentation dramatique de la forestation, principalement dans les départements. Ici, on peut voir Meta, le sud, dans le sud de la Colombie, Caquetá, Guaviare. Donc, comme on peut voir ici, les lieux avec plus d'intensité de déforestation sont dans des zones de protection environnementale et justement où il y a la frontière agricole. Ça a signifié la dégradation du bois, mais aussi l'expansion de la frontière. Ça, c'est la carte 2018, ici 2021. On voit que c'est cette même région qui continue à être un lieu fondamental où les différents acteurs qui motivent le déboisement sont placés. Et malgré la tension médiatique donnée par les supports aussi des différentes agences de coopération internationale, ça a été un défi, ça continue à être un défi fondamental pour les gouvernements actuels. De quelle manière on va interpréter le déboisement en termes de période post-accord? On a fait pas mal d'analyses, toutes ces analyses, les cas GP en 2020, mettent l'accent sur que c'est un phénomène qui a causes multiples. Il y a beaucoup de motivations derrière les déboisements. L'informalité à l'accès et la titulation des propriétés des terres, les spéculations et la concentration du marché, l'utilisation informelle et illégale de la terre, les difficultés pour utiliser de manière durable les forêts, ainsi que la faiblesse institutionnelle et des contradictions dans les politiques publiques. On a vu que plusieurs acteurs, ceux qui financent le déboisement, sont liés au marché illégal, à des activités illégales, qui sont liés aux fonctionnaires locaux. J'ai pu entendre ça au Guaviare, parce que ça, c'est pas vraiment caché. Donc, il y a une connaissance populaire, pour ainsi dire, de ce qui pourrait être les responsables. Tout le monde le sait, mais à travers des différentes stratégies, on ne fait pas ça au niveau judiciaire, par exemple, pour dénoncer ces personnes. Donc, on a réalisé une approche depuis de la sécurité de gouvernance environnementale. On voit de quelle manière les gouvernements nationaux ont utilisé des différentes stratégies militaires comme l'opération Artemisa pour essayer de contrôler la déforestation. Cependant, ce que nous avons vu, c'est que ceux qui ont été capturés sont ceux qui c'est-à-dire, les personnes qui ont été capturées, ce sont celles qui ont été prises au moment ou dans les lieux, mais ce sont des personnes qui ont été payées pour faire ça, mais réellement, qui c'est la personne qui a donné l'argent? Qui c'est qui est derrière tout ça? Jamais ils seront mis sous garde. Donc, d'autre côté, c'est que ça serait beaucoup plus efficace de se focaliser sur une paix environnementale, la construction de paix qui doit alimenter les relations entre les communautés humaines et pas humaines. Il y a un mythe généralisé, surtout sur les moyens de communication, dans les moyens de communication, comme quoi le déboisement,
c'est le manque de présence de l'État. Mais si on fait une révision de la présence historique dans la région, on a vu que au moins depuis le 20e siècle, il y a eu des motivations pour des projets, pour un type d'activité alternative. Donc, au Putumayo, par exemple, il y avait des constructions de voies. Il y a aussi, par exemple, des paysans qui sont beaucoup plus pauvres, sans terrain, qui ont souffert un déplacement forcé. Ça, c'est grâce ou à cause de cette présence de l'État. Des projets d'économie extractive, de quina ou de caoutchouc, ça aussi, c'est à partir de cette présence de l'État. La construction des voies et l'infrastructure pour l'exploitation des ressources naturelles, les campagnes militaires, dans la guerre colombo-péruvienne en 1930, mais aussi dans la sécurité démocratique, les plans patriotes dans la première décennie, plans patriotes dans les premières décennies de ce siècle. Donc, on a vu que c'est un mythe, le manque de présence de l'État. Si on les pense de manière holistique, l'État n'a pas été présent, oui, dans la région, mais a fait présence avec des intentions spécifiques. D'autre côté, on a vu aussi qu'il y a eu une colonisation armée pour armer les territoires dans les années 60-70, ce qu'on a dit la colonisation armée. La guérilla a été un acteur fondamental pour promouvoir aussi la colonisation de l'Amazonie. Avec l'irruption de l'économie de coca et de la marijuana, les guérillas ont commencé à exercer un contrôle, surtout avec les protections des acteurs engagés dans le business de drogue et la recherche de monopole de la violence. Il y a aussi, quand on fait une protection à un groupe paramilitaire, c'est comme ça que ces confrontations commencent. Ces confrontations armées signifient un impact plus grand, surtout un impact différentiel dans la population civile, et il y a une délégitimation. Demain, au Guaviare, dans la zone rurale, on parle et on dit que la guérilla a, par exemple, établi des accords pour administrer les ressources. On voit comme un contrôle social exercé depuis les groupes et les forces armées et la guérilla même. Pourquoi ces déboisements en Colombie? Justement, à partir des accords de paix, les guérillas de FARC a été démobilisées et il y a eu un vide de pouvoir, un manque de pouvoir. Cette analyse, cette idée de manque ou de vide de pouvoir va éliminer d'autres ordres communautaires liés à la planification du territoire. Et donc, ça va délégitimer encore plus l'État. Donc, on se centre sur comment la mise en marche de ces accords est liée au déboisement. Est-ce que c'est seulement le vide laissé par les guérillas parce qu'ils protégeaient, entre guillemets, ces territoires pour des gens qui voulaient, par exemple, faire les blanchissements d'argent, etc. Donc, on voit là de quelle manière les différents points, comme Carolina disait avant, est lié au facteur du déboisement. Et il y a un qui est très, très évident, le point numéro 4, et c'est l'implémentation des accords à Guaviare. On a trouvé
plusieurs familles et communautés qui font partie de ces programmes. Cependant, ces programmes ou l'application est limitée par le manque d'ordre territorial et les limitations environnementales, c'est-à-dire qu'il y a des communautés ou des familles qui vivent dans des zones forestières et même si on signe des accords, des pactes avec les programmes pour commencer à obtenir les ressources pour un projet productif, les fonctionnaires du programme trouvent qu'ils ne peuvent pas financer des projets parce que parce que ces zones ont une vocation de réserve forestière. Et ça ne pourrait pas, on ne pourrait pas motiver des projets pour substituer les cultures de coca, par exemple. Le point numéro 3, on voit qu'il y a des résultats mixtes parce que la majorité des combattants créent des espaces de transition délimités. Cependant, il existe, par exemple, le front numéro 1, que c'est une fraction de dissidents qui cherchent à légitimer ces actions pour le manque de légitimité du gouvernement. Donc, pour établir les accords avec la communauté, des personnes de ces dissidents ont essayé de convaincre les gens de ne pas signer. Et quel était l'argument? Qu'ils allaient être trichés par le gouvernement. Et beaucoup de personnes croient à ça. Beaucoup de personnes pensaient que le processus allait être rapide, efficace, et il y a eu, par exemple, des retards dans les paiements, et ça pourrait signifier beaucoup plus de légitimité à ces groupes qui avaient averti en avant que ces accords n'allaient pas être vrais. Donc, si l'État ne respecte pas et va nier l'accès au terrain, la réinsertion économique aux ex-combattants, donc c'est un avertissement qui nous fait un article, une publication de 2020. Donc pour finir, on a fait une analyse historique et faisant une révision de la littérature, quelle l'histoire du territoire amazonique a toujours été raison de dispute pour ceux qui l'habitent, ceux qui les désirent, que la gouvernance environnementale après les accords de paix est marquée par des contradictions au niveau local, au niveau de l'État. Et par exemple, une voie qui a été incentivé pour un fonctionnaire de la mairie dans une zone protégée. Ce n'est pas possible que l'État promeut la construction d'une voie dans un lieu qui n'est pas destiné pour les transports et l'habitation de communautés. Et notre conclusion, c'est que parce que l'État a réussi à dissoudre le groupe de guérillas les plus anciens de l'Amérique latine, il faudrait maintenir les engagements pour éviter le déboisement et la dégradation environnementale. Ça, c'est pour l'incapacité du gouvernement colombien pour implémenter les accords. Merci beaucoup. J'attends vos commentaires, vos questions. Merci beaucoup. Merci, Lorena. Il y a une zone fondamentale, non seulement pour le pays, mais pour le monde entier, et quelque chose de très important. C'est une zone d'une valeur écologique et culturelle tellement importante en ce moment et qui continue à être affectée en raison du conflit armé et beaucoup d'activités qui ont à voir aussi avec le déboisement. Comment serait le thème additionnellement des cultures illicites et qui fait référence de comment ceci a été mis en œuvre de l'accord de paix. Lorena nous parle des délais et des retards dans les programmes de substitution qui n'ont pas parvenu aux objectifs fixés, et aussi elle fait référence
au problème des disputes territoriales qu'il y a toujours eu dans le territoire et que maintenant sont accentuées. Lorena nous dit comment la gouvernance environnementale est devenue un discours qui souligne que non seulement ceci est à l'ordre local, mais aussi de l'ordre national, et aussi le besoin de prendre des mesures urgentes à ce respect. Je sais, Lorena, je sais que cette présentation était accompagnée par deux rechercheurs, Sébastien Silva, Lisbeth Moreno. Je ne sais pas si de façon très rapide, ils pourraient ajouter quelque chose de très ponctuel. Tu penses qu'ils auraient quelque chose à ajouter, Lisbeth et Sébastien? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Oui, bonjour. Je m'appelle Lilibeth Moreno et je pense que Lorena a pu faire une introduction très brève de ce que nous voulions dire et je serai ici si jamais je peux aider à répondre à des questions que vous pourriez avoir. On avait une troisième conférence d'une rechercheuse qui s'appelle Natalia Jiménez, mais malheureusement, elle n'a pas pu nous accompagner par une circonstance de, inattendue, très délicate. Et malheureusement, elle qui est avocate, qui a vraiment travaillé des thèmes tellement intéressants de l'incidence des parcs dans le conflit, et malheureusement, elle ne peut pas nous accompagner aujourd'hui. Donc, on a tout couvert pour les présentations et je voudrais donc ouvrir les micros pour les questions parce que nous avons vu pas mal d'éléments, les visions des femmes, les visions des impacts qui se sont générés avant et après le conflit, ces impacts environnementaux, cette vision que nous avons vue depuis le travail des communautés, des travails des rechercheurs qui aujourd'hui signalent ce qui se passe avec l'accord de paix. Comment nous avons avancé? Comment est-ce que c'est possible ou pas? Et est-ce que ceci va nous amener à pouvoir parcourir ce chemin? Je veux donc vous inviter à ce que vous nous envoyiez vos inquiétudes sur la boîte de commentaires. Je vais passer à la professeure Carolina. La première inquiétude que nous avons ici sur le chat, c'est un thème qu'elle n'a pas mentionné. Carolina n'a pas parlé de la mort des leaders environnementaux qui est le résultat du manque de mise en œuvre des accords et par la non-présence de l'État sur certaines parties de la Colombie et la possibilité de mettre en œuvre la gouvernance dans les territoires. Professeur Carolina, s'il vous plaît. Oui, évidemment. Le crime contre les leaders sociaux et surtout les leaders environnementaux est une conséquence aussi négative du manque de mise en œuvre. Il n'y avait pas de temps dans la présentation de le mentionner et ceci a beaucoup à voir avec l'impact négatif et un thème qui va vraiment surpasser le contenu de cette présentation qui était limitée à la partie environnementale. Et bien sûr, je suis d'accord avec la personne qui fait ce commentaire qu'il fallait inclure ce thème-là sur les points négatifs de l'accord. Ceci a eu beaucoup d'impact sur l'environnement et ça a limité les communautés pour l'accès aux ressources et sans parler surtout du déplacement environnemental. Bien entendu, ces crimes continus contre les leaders environnementaux a fait que beaucoup de personnes qui les travaillaient et protégeaient l'environnement ont décidé de rester en silence et de ne plus travailler pour cette protection parce que sans doute ce n'est pas un secret pour personne
On a vu un article très intéressant publié par un auteur de nom Linares, qui travaille aussi avec l'Université del Rosario, où il parlait des mafias qui étaient derrière tout ce thème des zones libérées, comment ils avaient pris possession et maintenant avec le prix de l'or qui avait été prise par la minerie illégale. C'est un thème très sensible et il faudrait faire une analyse très profonde sur cette problématique qui vraiment nous donne des problèmes et qui vraiment nous affecte, non seulement en tant que Colombiens, mais aussi comme environnementalistes. Merci, professeur. C'est incroyable qu'avec toutes ces thématiques que nous avons en ce moment, toutes ces difficultés avec les défendeurs de l'environnement, avec le nombre d'assassinats, de crimes, il n'y ait pas de stratégie claire pour pouvoir résoudre ces problèmes. Il est nécessaire d'avancer et de protéger la vie dans toutes ses formes et protéger ceux qui sont pour la vie. Merci, professeur Caroline. Manuel Gallo nous demande encore, tant que les rentes illicites ne seront pas limitées, tant que ceci ne sera pas limité dans la vie paysanne, il n'y aura pas de contrôle des cultures illicites et de la minerie illégale. Il faut couper cette relation, il faut couper ce lien. Et ceci serait peut-être une discussion très forte que vous tous avez traitée. Et c'est le thème, les projets économiques, le besoin de renforcer les communautés pour ne pas avoir à avoir recours à ces activités illicites. Et je voudrais peut-être demander à Nathalie comment ceci serait directement lié avec le travail qu'elle fait avec les communautés. Je pense que je l'ai traité un peu sur la présentation, de donner des rapports ponctuels sur les crimes contre les leaders sociaux et surtout des crimes des leaders environnementalistes. C'est quelque chose qui définit, mais tous ceux qui sommes à la défense, à la protection de ces territoires, nous sommes aussi objets et des objectifs militaires pour les personnes qui ont aussi des intérêts, les activistes et des affectations à ces territoires pour cette diversité que les peuples maintiennent. Je crois qu'il y a des statistiques ponctuelles et c'est une dénonce que nous avons fait les communautés pour la vie de toutes ces personnes qui est en risque pour les menaces et les crimes que nous voyons de leaders environnementaux et des leaders en Colombie. Sur ce qui est à propos des cultures illicites, est-ce que quelqu'un voudrait dire quelque chose? Oui, je voudrais ajouter que la situation de façon spécifique au Guaviare et à l'Amazonie, c'est qu'il y a eu des endroits ou des nouveaux endroits pour la culture illicite, ce qui est maintenant à la frontière entre la Colombie et le Pérou, Putumayo, c'est à côté de Leticia. Avec la pandémie, ces endroits sont devenus une prolifération des cultures illicites et il y a eu des disputes entre les cartels de la drogue et les dissidences. Peut-être ceci, nous pourrions aussi le voir et aussi sur la frontière avec le Venezuela. Au Guaviare, nous avons vu que les cultures de coca sont une raison pour le déplacement. Mais ce n'est pas la seule raison, comme le dit le gouvernement. Par exemple, au sud de la réserve naturelle UPAC, il y a eu bien d'incentives et des encouragements pour les familles paysannes qui sont là de la part des groupes dissidents qui financent les cultures illicites. Comme je le mentionnais déjà, c'est une des raisons, mais ce n'est pas la seule. Et ce n'est pas l'origine
du déboisement que le petit paysan puisse provoquer. C'est ça, ce n'est pas la raison principale pour ce déboisement massif. Un petit paysan ne pourrait pas contribuer de cette façon. Mais il y a beaucoup de choses. Il y a les éleveurs, il y a les commerces et qui amènent ces produits dans le centre du pays. Très intéressant, Lorena, aussi. Je voudrais attirer l'attention des chercheurs d'une situation qu'il y a à niveau juridique et c'est l'impact de la loi pénale qui vient d'être promulguée pour cette thématique pour les paysans. Nous avons vu l'année précédente ce que ceci signifiait pour les paysans et qu'ils doivent utiliser des ressources naturelles et pour prouver qu'ils ne sont pas le meilleur déboisseur des forêts. Quelles seraient tes considérations? Quelles considérations devrais-tu avoir pour avoir des projets, des initiatives sociaux, culturelles, pour qu'ils soient inclusifs avec les femmes? Eh bien, nous avons déjà précisé dans les différentes catégories que nous avons exposées et nous avons plusieurs initiatives. La production, la conservation, aussi la conservation ancestrale des pratiques qui est aussi en relation avec ça et qui a une connexion directe avec l'accès au territoire. Je pense que les politiques et les initiatives focalisées sur la coopération internationale doivent tenir compte de tous ces processus que nous avons dans les communautés, dans les territoires. Je crois que l'Amazonie, dans différentes parties de la Colombie, il y a beaucoup d'initiatives pour garder le territoire, pour avoir une souveraineté alimentaire, pour la protection des semelles, pour tout ce qui est directement en relation avec les communautés sur le territoire. Et un point très important que nous voyons ici, c'est comment nous continuons à fournir cette protection aussi aux leaders sociaux et aux leaders environnementaux qui voudraient travailler et vivre dans notre territoire. Et ce bien vivre, ce n'est pas la partie physique, mais c'est aussi la partie intégrale que les peuples nous avons avec le maintien de sites sacrés et les sources d'eau, parce que ce n'est pas la protection à la vie seulement, mais aussi la protection à la vie des territoires. Et c'est ce que nous avons toujours dit, les droits de la mère-terre. Et nous pensons à cette protection de la terre, notre mère. Et ces points qui sont tellement importants et comment nous travaillons et visualisons les communautés locales. Et bien sûr, les femmes qui vraiment travaillons beaucoup dans le réseau, de voir comment nous pouvons voir ces politiques et ces actions qui nous permettent une protection pour la terre, notre mère et le territoire. Oui. Très bien, Nathalie. Une question de Diego Garzón. Il a trouvé une relation entre les avances de la frontière agricole et il nous dit qu'il y a une relation entre la pression des acteurs armés et les projets énergétiques qui se développent dans les zones protégées comme l'Urabá ou l'Amazonie. De nos panélistes qui pourraient prendre ce commentaire si difficile. Oui, moi je pourrais commencer. C'est une question très vaste et je voudrais commencer par la deuxième partie. S'il y a une relation entre la pression des acteurs armés et les projets miniers et énergétiques dans les zones protégées. Oui, nous avons vu que l'histoire économique de la région amazonique a été marquée par des projets extractifs. Nous le comprenons comme des projets miniers énergétiques, mais en parlant avec des populations, des paysans, surtout les communautés autochtones, nous avons souligné qu'un projet extractif peut aussi être une économie légale. Par exemple, le tourisme. Dans le fait que s'il n'y a pas des processus
préalable de consultation de façon participative, ces économies peuvent être considérées comme une extraction de ressources, pas ici naturelles, mais un service écosystémique de la région, sans laisser des gains pour les communautés. Que se passe-t-il donc? L'État sous les différentes figures des protections environnementales, à savoir la loi 2 de réserve forestale, a certaines limitations pour, par exemple, financer des projets productifs et d'infrastructures. Et je pense que c'est très important que nous puissions avoir un regard sur le sud du Meta, car on croirait que la frontière agraire est déjà passée par là. Mais dans la zone de la Macarena, par exemple, il y a encore des disputes pour le territoire. Il y a la présence de cultures illicites, il y a des acteurs armés, il y a le crime contre les leaders sociaux. Et on a entendu parler qu'il y avait du potentiel pour l'extraction de pétrole. Et donc, il y a plusieurs points qui sont coincés sur l'élevage et l'agriculture et l'extraction. Alors, toutes les dynamiques dans ces endroits-là qui se trouvent sur le contrefort des Llanos commencent à s'étaler sur les plaines de l'Amazonie, sur Guaviare, près de Chiribiquete, au Caquetá. Et bien entendu, il y a un impact sur l'augmentation et la frontière agricole. Nous pouvons le voir à partir d'où se trouvent les cultures illicites, mais aussi où se forment ces routes, ces nouvelles routes qui n'ont pas été construites par l'État. Il y a d'autres parties prenantes et d'autres acteurs qui commencent à construire et à établir ceci et qui donnent lieu à la colonisation. C'est donc une situation très complexe. Et je pense qu'il est très important de voir le contexte régional, car on ne peut pas généraliser, surtout si nous parlons de l'Amazonie. Quelqu'un d'autre? Oui, peut-être Nathalie. Je veux complémenter un peu ce que Nathalie a dit et à voir beaucoup avec les communautés de l'Uraba la situation, car toutes ces économies extractivistes, dans le cas de l'Uraba, par exemple, tous les déplacements des communautés paysannes ont été surtout en raison de ces projets extractifs, surtout par l'élevage extensif qui a fait tellement de mal à notre territoire. Et nous avons dans certaines zones, parce qu'il y a des zones très complexes au niveau du conflit, nous, les communautés, nous essayons de faire des processus, des alliances pour protéger le peu que nous avons encore, ce qui reste, parce que ça fait vraiment ça fait mal de voir comment des bois ont été talés ou déboisés pour l'élevage ou pour la palme africaine et comment une partie de la jungle a été aussi détruite pour l'élevage et autre chose. Dans la partie de l'Uraba, nous sommes dans les montagnes, car toutes les plaines, ce n'est que de l'élevage extensif. Et maintenant, notre défense est comment ces endroits là-bas, nous qui nous trouvons dans les montagnes et qui essayons de protéger ces montagnes, nous faisons des alliances avec les paysans qui essayent de garder ces zones et de façon spécifique qu'ils n'arrivent pas là-bas.
ces zones ont été intervenues par des cultures illicites qui commencent par endommager des sources d'eau, des endroits sacrés dont je vous parlais auparavant, ce n'est pas de la minerie, mais ce sont d'autres économies qui ont été abîmées, qui ont été endommagées. Le contrôle a été aussi par la peur et la présence des groupes armés. Et tous ces déplacements, tous ces dommages au territoire et aux communautés a été surtout par la présence de groupes armés qui ont provoqué des menaces, intimidations et différents dommages aux communautés. Merci. Dans ce contexte, M. Giovanni Herrera, le professeur, nous fait une question. Il nous signale que le ministère public a démontré son inefficacité dans les enquêtes donc, il a montré sa efficacité pour une personne qui a été tuée, une propriétaire dans un salon de coiffure. Mais est-ce qu'elle a montré la capacité pour résoudre de même ces enquêtes pour les leaders et les défenseurs des territoires qui ont été assassinés dans les pays? Carolina, par exemple. Ici, sans aucun doute, le travail de recherche dans tout le territoire national, c'est un travail très, très important. Mais cependant, dans quelques cas, il s'avère n'est pas très efficace. Dans un moment, le représentant du ministère public n'a pas travaillé pour pouvoir, par exemple, justement, garantir que ça ne reste pas à côté de l'institution. Donc, c'est le degré, par exemple, qui a été montré ou tous les éléments qu'il a montrés pour pouvoir résoudre les mystères, entre guillemets, de l'assassinat de ces coiffeurs. Mais il a eu tous les éléments, l'a servi. Donc, là, c'est un questionnement de fond qu'il faudrait faire parce que, évidemment, le fait d'être dans certaines régions éloignées ou pour ne pas être les stylistes les coiffeurs des artistes, c'est pas médiatique l'assassinat des leaders et des défenseurs de territoire. Donc, ça fait que l'importance que nous accordons à cet assassinat des leaders sociaux se voit un peu caché. Donc, évidemment qu'il faut qu'il y ait des investigations, de recherche, des enquêtes, mais on n'a pas donné l'importance due à ça. Mais disons que pour les peuples en général, c'est plus important l'assassinat d'une personne X que pour un leader social. On ne les met pas dans la même échelle de valeurs. Donc, il faudrait aussi nous questionner parce que personne, c'est-à-dire les délits contre n'importe qui, devraient de la même manière nous sensibiliser et ça devrait avoir les mêmes efforts pour pouvoir résoudre ces problèmes. Merci. Nous avons plusieurs questions. Nous avons seulement 10 minutes. Je les ferai toutes pour que vous puissiez y répondre. Légaliser, technifier, égaliser, de la substitution n'a pas réussi. Donc, il faudrait modifier le système environnemental, les licences environnementales aussi. Comme au Brésil, on ne permet pas ici de faire un suivi ou de faire des recherches. Comment on peut garantir des études alternatives pour les communautés affectées
même pour dire non quand par la loi et non pas pour des grés manipulant la minerie et des fonds des alternatives à d'autres licences pour savoir où l'on est dans les suivis de plusieurs mines en Colombie. Donc, ce sont des appréciations. Qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces appréciations données ici? C'est complexe et il y a beaucoup d'éléments, mais c'est très intéressant. Je ne sais pas, Carolina, si tu as travaillé avec les impacts environnementaux. Oui, j'ai révisé, j'ai relisé parce que, bon, a beaucoup d'ingrédients et au début, ce n'était pas très clair. Pourquoi? Parce qu'on parle de légalisation, technifier, égaliser. La substitution n'a pas réussi dans 5 pays, comme la marijuana, la coca. Et donc, définitivement, dans les pays, on a des difficultés encore avec des sujets environnementaux, même si nous avons une législation de près de 50 ans de validité, qui a la première norme environnementale a été en 1973. Et moi, ce n'est pas l'université qui parle là, mais c'est moi. Je crois que le droit environnemental est limité, a beaucoup de limites pour garantir une protection efficace de la nature. C'est pour ça que nous avons recours nous devons faire d'autres recours. D'abord, on parle du système environnemental et des outils que ce système possède. Donc, il y a des limites. Ce n'est pas parfait. Ça a été quand même un outil important. Il faut des modifications, oui, des ajustements, oui. Et l'analyse l'autorité des licences environnementales ou les corporations n'ont pas la capacité technique pour les donner. Et finalement, définitivement, on ne voit pas et on continue à être dans une vision anthropocentrique de voir cette cosmovision des communautés et la manière dont ils interagissent avec l'environnement pour donner une nouvelle vision des pays, d'exploitation des ressources naturelles. Et si ça continue à être rentable, la minerie illégale, les cultures illégales, ou la protection environnementale dans un pays avec des besoins, des bases qui ne sont pas satisfaites, ça continuera à être comme ça, tout simplement. Merci beaucoup. Une autre question intéressante. Pourquoi on ne protège pas l'économie de subsistance avec la consultation préalable au-delà des ennemis? Comment on peut engager les habitants de la ville de manière à ce qu'ils sentent comme le sien ces problèmes de déforestation? Je ne sais pas, Nathalie, Lorena. Moi, je veux répondre à la deuxième question. C'est comment engager les habitants urbains. Et je crois qu'il faut aussi souligner qu'il y a des grandes initiatives depuis la partie urbaine. On pense des manières de conserver aussi. Moi, je mettais l'exemple de plusieurs femmes et d'hommes aussi qui font des processus d'économie durable, des potagers urbains. Et ça, c'est important aussi de souligner ce travail est important. Et donc, je crois que depuis les différentes manières de l'éducation, des différentes instances, on doit continuer à encourager la valorisation de l'environnement qui est une problématique globale, qui n'est pas seulement c'est une problématique des communautés qui sont dans les territoires, mais aussi de toute l'humanité.
Donc, ouais, ce que je voulais souligner, oui, il y a des processus, il faut approfondir davantage, oui, mais c'est important de valoriser ce que nous avons déjà, c'est que le travail qui existe déjà et à partir de ça, continuer à travailler dans la conscience environnementale qui est un thème pour tous. Merci beaucoup, Lorena. Et Lorena, bon, ce sont des questions importantes pour la consultation préalable à des communautés non ethniques ou qui ne sont pas identifiées comme des communautés ethniques. Je crois qu'il y a une potentialité dans l'implémentation du point numéro 2 sur la participation politique de l'accord de paix. Et ça dit que tous les éléments de participation doivent inclure la participation communautaire. Mais comme nous avons entendu dans d'autres interventions, dans le cas de la Colombie, il y a des difficultés pour que ces mouvements participatifs soient une expression d'une vraie démocratie participative et non pas seulement. Il faut respecter cette condition, mais proposer, promouvoir des espaces, vraiment des concertations communautaires depuis les bas, d'en bas vers les hauts et établir des schémas d'interaction avec les entités et les États et l'État. En relation avec la deuxième question, je pense que bon, il devrait y avoir un support plus fort à ces initiatives citoyennes de recherche, par exemple, notre groupe de recherche. Ça, c'est important parce que nous n'avons pas de financement. Le travail que nous faisons, c'est bénévole. Et donc, il faudrait qu'il y ait des fonds pour promouvoir ce type de recherche. Beaucoup de fois, ceux qui n'avons pas ceux qui ne sont pas directement engagés avec une université, c'est difficile de chercher les ressources. Par exemple, aller de Bogota vers l'Amazonie, ça coûte cher. Donc, l'effet de pouvoir accéder à ce qu'on appelle la Colombie profonde, je crois que ça devrait supporter la recherche de la connaissance pour les citoyens qui sont intéressés à travailler aussi sur les accords de paix. Les services environnementaux, qu'est-ce que vous pensez des services environnementaux? Oui, je crois que c'est une question très importante parce que je considère que même si c'est un exercice que nous, les communautés, avons gagné en quelque sorte et des institutions qui ont aussi donné la possibilité que ces services soient donnés. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de consultations en communauté de comment il faut implémenter ces paiements pour des services environnementaux parce que ce qu'on voit, c'est que c'est les planifications des projets qui arrivent à la communauté sans faire une consultation adéquate. Et aussi, je considère que dans les propositions que nous avions comme femmes et beaucoup d'organisations, ce que nous avons déjà les préparations administratives, ethniques pour pouvoir assumer directement, pour que les communautés assument ce type de bénéfices que nous avons gagnés pour la défense du territoire et pour tout ce que nous avons déjà fait. Donc, c'est important, oui, il faut qu'il y ait plus de consultations et penser à ce que la communauté veut et quelles sont les capacités, quelles organisations ont déjà pour assumer ces services pour des paiements environnementaux. Merci beaucoup. Nous avons quelques questions de plus. Je ne sais pas si nous avons un peu plus de temps ou si le temps est fini. Quelques minutes. Quelques peu de minutes. Une question courte, concrète. L'arrêté de la Cour du tribunal de la justice en 2018 qui a déclaré l'Amazonie comme sujet des droits actuellement en 2020, 4 ans après, est-ce que c'est respecté ou pas, l'arrêté du tribunal de justice? Lorena. Selon les rapports de progrès, parce que c'est des justices qui a été une organisation qui a supporté ces demandes et
plusieurs enfants et adolescents pour que le tribunal puisse déclarer l'Amazonie comme un sujet des droits. On a vu qu'il y a beaucoup de manque de faillites, de fautes dans l'implémentation de ces accords. Ça existe sur les papiers. C'est comme un instrument, mais vraiment, on ne peut pas dire si ça s'est respecté ou pas. Il manque beaucoup de travail à faire. Il faut que ces accords se respectent vraiment. Et ça, c'est le rôle de la société civile et être derrière pour que les institutions doivent travailler pour nous, les citoyens. Merci. Je vais signaler. Nous avons sur la table beaucoup de thèmes très, très importants pour continuer à parler, pour continuer à construire et pour continuer à contribuer dans ces processus de construction de paix, de regarder les régions depuis la recherche, depuis de tous les ordres. On veut vous inviter à continuer. Nous allons avoir un panel qui suit, très important, pour le professeur Angela Maria sur les droits de la nature et la relation avec la construction de paix. Et nous voulons vous dire que, de continuer à nous accompagner et à construire. On est toujours ouvert à vos commentaires et à continuer avec ces processus. Je vais remercier Carl, Frédéric, ces femmes merveilleuses qui nous ont accompagnés et à tous ceux qui font de la recherche sur la Colombie. Nous avons beaucoup à remercier pour tous les supports que vous nous avez donnés. Je sais que vous êtes très inquiétés pour la construction de paix dans notre pays et la construction de paix en Colombie, c'est la paix pour toute l'humanité. Merci beaucoup à tous. C'était un panel très intéressant avec toutes ces visions et on espère pouvoir continuer à se rencontrer dans ces dialogues, cet échange des savoirs où les académiciens, les experts ont beaucoup de choses à contribuer. Merci beaucoup, Carl, et merci beaucoup à tous ceux qui sont ici présents. Une salutation fraternelle depuis la Colombie. Merci.